هي على الديمقراطية العبد كما يتغني شوية. Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Djerba, ses plages, ses murs de chaux, sa synagogue et ses touristes et désormais son musée du street art à ciel ouvert. En quelques mois, un village de l'île des Lotophages est devenu le repère des graffeurs venus du monde entier. Vous entendrez également au cours de cette émission le témoignage d'une historienne qui se pose des questions sur le sens des convulsions que nous traversons actuellement. 4 invités dans MOE aujourd'hui. Mehdi Bencher, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la galerie Itinérance après la Tour 13 à Paris. Vous êtes l'initiateur du musée du street art Djerbaoud, c'est à Eriad, village tunisien. Avec nous également l'artiste Chouf, bienvenue à vous également. Vous êtes graffeur et vous participez vous aussi à Djerbaoud. On verra tout à l'heure tout votre talent artistique. Sophie Bessis, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, chercheuse à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Votre nouveau livre s'appelle La double impasse, l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands. C'est aux éditions La Découverte. Avec nous également une nouvelle fois dans MOE, Nawel Belkrayem. Merci d'être avec nous. Nawel, vous êtes chanteuse, vous participez au festival Pop in Djerba. Ce sera du 23 au 25 octobre prochain. Mais avant, le 17 octobre, vous serez en première partie du concert de Zebda à Juvisy en région parisienne. Avant de vous donner la parole à tous les quatre, eh bien, on va tout de suite découvrir Djerbaoud. Sometimes people need things from the outside to feel important, to feel that they live in a nice village. C'est un challenge, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que le street art. Everything was kind of surprise for me. La façon la plus simple de passer un message, c'est d'écrire dans la rue. C'est le rêve de tout graffeur, on te donne du matos pour aller peindre dans un endroit paradisiaque. Voilà, 150 artistes, 30 nationalités. Mehdi Bencher, comment est né ce projet Djerbaoud? Wow, comment est né ce projet? En fait, c'était juste après la Tour Paris 13. J'ai eu la visite de l'ambassadeur de Tunisie à Paris. Donc c'est des gens qu'on ne fréquentait pas du tout jusqu'à il y a une certaine... Enfin, depuis la Révolution, quoi, on évitait vraiment... Et là, donc, je craignais un peu cette rencontre. Et puis, en fait, non, j'ai eu affaire à quelqu'un d'extrêmement ouvert. D'ailleurs, il s'est ramené en scooter 1962. Enfin, j'aime bien les scooters. donc voilà, il s'appelle Adel Fri. Et lui, en fait, voilà, je lui ai dit que j'avais envie depuis quelques années déjà de monter quelque chose en Tunisie. Et il m'a dit, chiche, on y va. Je suis là et on essaye de le monter. Et donc voilà, c'est vraiment grâce à lui tout l'été que j'ai pu faire ce projet. Je l'appelais à 2 h du matin pour débloquer des artistes à la douane et il a toujours été là. Et pourquoi Djerba? Pourquoi Eriad? Au départ, on a choisi plein de villes en Tunisie et petit à petit, on allait vers le sud. Donc après, on s'est dit Djerba parce qu'il y a l'aéroport international, donc on pouvait faire ramener pour une question de logistique. Et autour de l'aéroport, bon, on a pris le village le plus intéressant qui est le Harasrira. Le nom administratif, c'est Riyad. Et donc voilà, et puis en même temps, symboliquement, c'était déjà très fort, quoi. Les 3 religions qui vivent ensemble depuis des siècles, voilà. C'était une leçon quelque part par rapport à l'actualité internationale. Et pour vous, l'ambition, quelle est-elle par rapport à ce village? L'ambition, c'était un essai de construire
le musée idéal de ce mouvement qui est le street art, quoi. C'est-à-dire qu'un musée, c'est quelque chose qui va répondre à des règles muséales, c'est-à-dire une scénographie, une lumière, une idée d'ensemble, mais en même temps, en respectant ce mouvement, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste dans la rue, et puis il faut que ça reste gratuit aussi, ouvert à tous. Donc voilà, puis on a même mis de la lumière, on a installé des lampadaires, tout ça, pour que ça soit visitable aussi la nuit. Donc je pense que le pari est réussi. Plutôt réussi. Ouais. Alors, 30 nationalités, on l'a dit, d'où viennent les graffeurs, globalement? Franchement, des 5 continents, Partout. il y a partout. Vraiment toute l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe, tout le monde arabe, l'Afrique, on a même un Kényan, Afrique du Sud, il y a de l'Asie, vraiment partout. On a vraiment, c'est un projet très bien accueilli. C'est le premier mouvement totalement international, hein, grâce à Internet. Donc, il ne faut pas se focaliser sur une scène. Dans un endroit précis du monde, c'est la Terre entière qui est en train de participer à ce mouvement, c'est juste énorme. Alors c'est un projet qui est très très bien accueilli en Tunisie. Il y a quand même une petite critique, c'est de dire, certains nous ont dit, on ne voit pas beaucoup de graffeurs tunisiens, est-ce qu'il y en a? Ou alors quand il y en a, ils sont, c'est toujours le même débat, binationaux, etc. Je vous laisse répondre. La preuve, la chauffe n'est pas binationale, mais non, au contraire, il y avait entre 15 et 20% de Tunisiens. Et il n'y avait pas que des graffeurs, des plasticiens, en fait. Moi, je vois le street art comme quelque chose d'extrêmement ouvert. C'est-à-dire qu'une installation son, une installation lumière, une performance physique, artistique, c'est du street art aussi à partir du moment où on s'accapare un morceau de la ville, où on s'approprie l'urbain, quoi, tout simplement, avec un concept, quel qu'il soit et quel que soit le médium, quoi. Donc non, c'est très ouvert. Donc on a eu des plasticiens qui ne sont pas des graffeurs à la base, mais qui ont intervenu à Djerbaoud aussi. Je ne suis pas un binational, je suis un blédard. On n'a peut-être pas entendu, c'est ce que vous avez dit il y a un instant, Chauffe. Et vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet de Djerbaoud? En fait, c'est simple, c'est Mahdi en premier lieu. Et juste pour rajouter un petit truc, moi je me rappelle très bien que c'était avant même la Révolution qu'il m'a parlé du projet de faire un truc collectif à Tunis. C'était bien avant la Révolution. À l'époque, c'était ailleurs, parce que c'était plus dans son village, mais avec le temps et tout le taf fait avant, quoi. Le projet s'est concrétisé à Djerba, mais sinon l'idée elle était déjà présente dans la tête de Mahdi depuis longtemps, de faire un truc collectif avec des Tunisiens en Tunisie, gratuitement pour les gens dans la rue. De l'art gratos, c'est tout, quoi. Et pour rebondir à ce que vous me disiez, en fait, oui, je revendique ma carte de séjour, en fait, j'en suis fier, j'en suis content. Pas quand je la change, certes, puisque c'est un peu casse-tête comme partout, mais non, en fait, pour répondre juste à cette question, pour rajouter une réponse par rapport à ce que Mahdi a dit, il faut savoir qu'on n'est pas que des graffeurs, on fait de l'art contextuel. Donc, le contexte plastique, en l'occurrence, là, c'est dans la rue, donc on se débrouille. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de Tunisiens, même s'il y en a, mine de rien, une bonne dizaine, quoi, avec plus, des super jeunes qui commencent, il y avait des gamins passionnés par cet art, Donc, mais comme c'est nouveau, la pratique, forcément, on n'a pas une pépinière super grande avec de la super qualité. C'était pas que mettre en avant des co-nationaux, c'était aussi faire de la qualité. Comme il voulait faire un truc cohérent qui se tient artistiquement avant tout. Donc c'était la cerise sur le gâteau d'avoir le max de Tunisiens. Mais si c'était pour faire le max de Tunisiens en Tunisie, il aurait fait autre chose. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Chauffe, on va vous voir en pleine action. Voilà, donc vous vous inspirez de la calligraphie traditionnelle. Chauffe, on dit souvent de vous, je cite, que vous utilisez la lettre comme prétexte à explorer la forme. Expliquez-nous. C'est surtout ce que je dis souvent quand on me demande c'est quoi mon taf. Pour essayer d'être le plus court et compréhensible, moi je prends la lettre arabe comme prétexte pour construire avec autre chose. Donc la lisibilité n'est pas comme problématique. C'est pas fait pour les arabophones ou pour les arabes. C'est juste faire avec ce matériau premier
que je considère comme briques de construction, qui sont les lettres arabes en l'occurrence, tout mon schmilblick, quoi. Ouais. Vous dites d'ailleurs, je prends les lettres arabes en otage, avec un peu d'humour aussi. Alors vous désacralisez ce qu'on appelle donc la calligraphie traditionnelle. Quels outils utilisez-vous? C'est assez fascinant. Là, on a vu le pinceau, mais pas seulement. Oui, en fait, c'est simple. Enfin, mes outils pour faire le plastique, ils sont multiples. Enfin, je me débrouille. C'est ça, pour moi, être street, c'est une attitude et une approche qu'on a avec son mur ou sa toile. C'est venir, avec le matos qu'on a, faire ce qu'on a à faire de la sorte la meilleure qu'on puisse faire à l'instant T. Et pour répondre à cette problématique que c'est de traiter quelquefois, de désacraliser, de démocratiser la chose, ça dépasse la calligraphie arabe, mais je prends la calligraphie arabe comme base pour la recherche, puisque c'est ce que j'utilise comme matériau de construction de 1. Et de 2, c'est ce qu'il y a de plus connoté, en fait, pas seulement dans l'inconscient collectif occidental, mais même dans l'inconscient collectif arabe. Comme pratique artistique, c'est très connoté texte religieux, qu'est-ce que vous avez écrit, et d'où la signature chouf, quoi. Regarde, donc celui qui me demande qu'est-ce que tu as écrit, regarde, je signe chouf. Oui. Donc c'est surtout aussi dépasser cette appréhension psychologique, entre guillemets, religieuse, qu'a l'inconscient collectif arabe et occidental sur l'art plastique travaillé avec des lettres arabes, quoi. Et c'est aussi sortir de la toile, de la peinture à de l'huile et des gens qui ont fait forcément que les beaux-arts. C'est aussi désacraliser et démocratiser que de faire dans la rue, gratuitement, avec le peuple, en n'ayant pas fait les beaux-arts, ce qu'on a à faire, quoi. Avec la bombe, le marqueur, le pinceau, le pochoir et peut-être pas trop ce qui peut vous tomber. Moins bombe que... Sophie Bessis, Djerba Oud, vous connaissiez? Vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr, on en a beaucoup parlé en Tunisie et puis dans le monde entier, en fait. Il y a eu des articles dans toute la presse internationale, et tant mieux, parce que je trouve que c'est une initiative absolument remarquable. D'abord parce que c'était beau. Ensuite, parce que ça impliquait les gens du cru et ça les ouvrait sur le monde. Et je crois que ce dont a besoin la Tunisie dans l'instant historique qu'elle vit aujourd'hui, c'est cette ouverture sur le monde, et c'est extrêmement important. Puis c'est de redonner à l'île de Djerba, qui est un lieu de culture millénaire extrêmement important et dont la culture a été un peu ensevelie sous le tourisme de masse depuis des années et des années, c'est redonner de la culture à un lieu qui le mérite très amplement. Oui. Nawel Belkrayem, vous avez décidé d'y participer également. Vous serez en concert au festival Pop in Djerba du 23 au 25 octobre pour une déambulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors bon, il va y avoir un concert dans le cadre de Pop in Djerba. Donc c'est un festival avec une programmation assez exigeante, indépendante, de musique actuelle, donc pop et électro. Donc je me sens bien déjà en phase avec la programmation de ce festival, mais auquel j'ai déjà participé lors de la première édition d'ailleurs. Mais il se trouve que comme cette année, ça se passe aussi à Djerba et qu'il y a le Djerba Oud, bah, on s'est dit avec Kamel, le programmateur du festival, que ce serait intéressant d'y amener aussi de la musique. Et du coup, bon, bah, on y sera 2 jours avant le concert. Et il m'a proposé d'inviter quelqu'un. Donc j'ai invité une danseuse et amie qui a l'habitude de faire des choses dans la rue. Et on va prendre connaissance des lieux et on va essayer instinctivement de trouver 2-3 spots et d'organiser ça. Alors je peux pas encore vous en parler précisément parce que j'ai vu pour l'instant que des images. Donc je trouve que ça a l'air à la fois hyper poétique et urbain et généreux. Enfin, j'ai vraiment hâte d'y être. Mais après, il faudra sur place que je sente avec donc les gens de mon groupe, le guitariste Nassim qui sera sûrement en gambri. On aura sûrement un percussionniste. On va voir si on pourra installer un peu de Sunjun avec nos machines ou pas, ou si on restera sur une forme acoustique. Mais en tout cas, on va essayer de sentir l'âme de 2-3 spots et d'y faire quelque chose. Elle est déjà à fond, Nawel Belkrayem, en tout cas. Alors, vous allez sans doute chanter Safsari, et on va découvrir aussi également dans Maghreb Orient Express aujourd'hui ce titre donc de Nawel Belkrayem.
comme seule réponse à leur démence, celle de se couvrir soigneusement, se cacher l'âme pour affronter le blâme, le voile, l'Occident le croit tradition, devenue colonie du Moyen-Orient, comme pour s'émanciper de celle d'avant. Je rêve du voile d'antan, Sefseri le blanc, celui de nos aînés. Il s'est transformé, bariolé, le visage déguisé, grimaçant. Les deux rives se regardent hargneusement. Les deux rives se regardent hargneusement. Les deux rives se regardent. يا حسرة ولا نسينا بكري وحشتكم سكنا في فكري خبيني يمي في شونك ثم شي نغزل عيونا ترجع بي المني التالي ونعاود نشوف. Alors Nawel Benkrayem, c'est un texte que vous avez écrit en 2009, il y a donc maintenant 5 ans. Les deux rives se regardent hargneusement, sous-entendu les deux rives de la Méditerranée, on imagine. Est-ce que ça a changé depuis ou pas forcément ? En tout cas, c'est vrai que ça veut dire que bien avant la Révolution, on était déjà dans un constat, avec la personne avec qui j'ai coécrit le texte, d'une Tunisie qui changeait et où j'étais un peu dans un espèce de devoir de mémoire à travers cette chanson, en tout cas, sur une identité dont on voyait qu'elle s'altérait, quoi. Après, je pense que je ne l'aborderai pas de la même manière si je devais parler de ça aujourd'hui. Mais comme il disait, l'art est atemporel et c'est ce qui est intéressant. Ouais. Mais en effet, ça a des résonances avec ce qui se passe. Mais je pense que je n'aurais pas écrit aussi directement aujourd'hui parce que justement, c'est trop complexe et que je laisse les historiens en parler aujourd'hui. Justement, Sophie Bessis, une réaction. Les deux rives se regardent hargneusement. On voit une actualité brûlante, tourmentée aujourd'hui. On a presque envie de dire que c'est encore une chanson d'actualité. Oui, c'est encore une chanson d'actualité. Bien entendu, les choses sont beaucoup plus complexes parce qu'à la fois, il y a du côté de la rive sud un ressentiment extrêmement important, qui a des causes extrêmement complexes, qui est partie légitime et partie aussi résultat d'une série de fantasmes, de frustrations, etc. Donc il y a cela, donc elle se regarde hargneusement, mais en même temps, il n'y a peut-être jamais eu autant de relations avec les deux rives, entre les deux rives. Donc c'est quelque chose de tout à fait paradoxal. Quand on pense, par exemple, pour ne prendre que la Tunisie, il y a 600 000 Tunisiens qui vivent en France, bien davantage proportionnellement à la population tunisienne que à l'époque coloniale, beaucoup plus. Vous avez aujourd'hui 10% de la population tunisienne qui vit à l'étranger. À l'intérieur de ces 10%, vous en avez 80% qui vivent dans les pays occidentaux. Donc, ce sont des types de relations qui sont à la fois, comme je le disais, empreintes d'un contentieux absolument inépuisable, en tout cas que l'on n'a pas épuisé, et en même temps qui peuvent peut-être donner lieu à des types de relations. Et qui n'est peut-être pas spécifique d'ailleurs aux deux rives de la Méditerranée, mais peut-être plus nord-sud d'ailleurs. Oui, on peut élargir. On peut élargir. Mais enfin, disons que... il y a une spécificité dans cette région. Il y a une spécificité entre les relations du monde arabe et de l'Europe, je crois, que l'Afrique noire, par exemple, qui a évidemment de très très lourds contentieux, mais ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, dans la double impasse, vous vous intéressez à deux systèmes idéologiques, Sophie Bessis. D'un côté, ceux que l'on pourrait appeler les apôtres du marché globalisé, qui veulent inclure dans sa sphère toutes les activités humaines, et puis de l'autre, de nouvelles hégémonies religieuses, ce n'est pas nouveau, identitaires aussi, qui tentent de reconquérir des sociétés ébranlées depuis quelques années. Quand est-ce qu'ont émergé ces deux courants fondamentalistes ? Alors évidemment, on pourrait faire l'histoire longue de ces deux courants. On peut ce que j'appelle le fondamentalisme du marché, on peut le faire remonter aux origines du capitalisme également. Donc on peut faire de l'histoire longue. Mais moi, je me suis cantonné dans ce livre. Il ne s'agissait pas de travailler sur les siècles, bien qu'en définitive les siècles soient là d'une certaine façon. Mais je pense que l'on assiste à un tournant dans le monde autour du début des années 80, de la fin des années 70, où une série de phénomènes interagissent pour, disons, faire émerger une nouvelle période, qui est la période de la postmodernité. Et ces phénomènes qui interagissent sont évidemment la faillite des idéologies séculières, des grands messianismes laïques, comme le messianisme communiste, enfin, et l'échec de ce modèle-là, bien évidemment, le retour à un libéralisme, à une version ultralibérale du capitalisme que l'on n'avait pas connue depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, et avec la révolution islamique iranienne de 1979 et le choc pétrolier qui a été extrêmement important parce que cela a donné aux monarchies pétrolières une force de frappe financière absolument colossale pour exporter
la version la plus conservatrice et la plus obscurantiste de l'islam qu'est le wahhabisme, tout cela en fait se conjugue à partir du début des années 80 pour donner lieu à ce qu'on peut appeler une grande révolution conservatrice dans laquelle émergent et à la faveur de laquelle émergent ces deux conservatismes. Vous dites qu'ils ne sont pas concurrents, ces deux conservatismes, bien au contraire, expliquez-nous. Non, ils sont, je dis dans ce bouquin qu'ils sont complémentaires dans la mesure où, d'abord en fait, tous deux ont pour objectif d'éliminer les universaux de la modernité des Lumières. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à critiquer dans cette modernité des Lumières, bien qu'elle ait donné lieu à des dérives extrêmement importantes dont on n'a pas le temps de parler ici. Mais, d'une part, pourquoi sont-ils complémentaires? Parce que, si l'on prend les mouvements de l'islam politique, qui n'ont pas de théorie économique particulière, mais qui sont des ultralibéraux, qui s'accommodent parfaitement bien de la version libérale du capitalisme, c'est-à-dire ce que j'appelle l'alliance de la banque et du Coran. Ça fonctionne extrêmement bien. Et de l'autre côté, les grandes économies de marché, à commencer évidemment par les économies européennes, les grands pays européens et de l'Amérique du Nord, s'accommoderaient tout à fait bien d'une formule d'islam politique que l'on appelle par l'oxymore d'islamisme modéré, si vous voulez, d'une formule d'islam politique qui régirait leur société comme ils le voudraient, tout en respectant les canons du capitalisme de marché dans le monde actuel. Et donc, en réalité, ce sont deux formes de fondamentalisme qui sont beaucoup plus complémentaires. Mais quelle piste alors proposez-vous? Quelle alternative à ces deux systèmes? Ce que j'essaye de proposer, parce que ce que je dis dans ce bouquin, c'est qu'en même temps, ce sont deux idéologies de la postmodernité, ces deux fondamentalismes. Et cette postmodernité qui est complètement dans le différentialisme culturel et qui a récusé les principes universels de ce qu'on a pu appeler la modernité. Et la question que je pose, évidemment, je n'ai pas la prétention d'y répondre dans ce bouquin, ça serait... mais en tout cas, la question que je pose, c'est est-ce que de nouvelles formes de modernité qui récupéreraient cet universel peuvent naître ailleurs et sous quelle forme dans le monde actuel? Parce que je pense que tout n'est pas perdu et que le monde actuel n'est pas condamné à ces idéologies de l'enfermement, soit par le biais de la figure d'un hyper-consommateur totalement contraint par le système dominant, soit par la figure, disons, voilà, aujourd'hui, du djihadiste de base. Mehdi Bencher, une réaction. Est-ce que vous reconnaissez la Tunisie dans ce que dit Sophie Bessiz? Est-ce que la Tunisie, depuis le départ de Ben Ali, est dans ces dilemmes-là d'un système économique incarné peut-être par un Nahda ultralibéral et conservateur? Je suis pas économiste, mais c'est pas mon... Mais ce que j'observe moi-même, non, je pense que le réel changement, c'est que on a énormément de solutions, qu'on pourrait essayer d'avoir. Exactement, mais je sais pas. Moi, je pense que la seule réaction que j'aurais par rapport à ça, c'est pour nous la seule arme, c'est contre la culture, contre l'obscurantisme, voilà. Absolument. Vous êtes d'accord? Moi, je suis encore plus fondamentaliste que ça. Je vais même pas faire Troisième d'histoire fondamentalisme, Sophie Bessiz. Il faudra le rajouter dans votre livre. C'est presque la même partout, depuis tout temps, depuis le début, mais avec d'autres formes. Là, ce qui se passe, c'est spécifique, mais c'est bien, puisque pour moi, peu importe ce qui se passe, mais vaut mieux que ça bouge que ça reste statique. L'état de pierre, c'est ce qu'il y a de... C'est peut-être une étape, vous voulez dire, pour la Tunisie aussi. C'est une étape, forcément, et la Révolution française, elle a pris des décennies, et comme a dit Mahdi, le bon travail sur le réel, tout le monde peut le faire en faisant bien son travail, et pour moi, ça ira forcément mieux de toute façon, mais... Si je peux dire une chose par rapport à la culture, ce qui est extrêmement intéressant dans ce que j'appelle ces deux fondamentalismes, c'est que chacun pourrait nier la culture, parce que le système dominant du marché remplace la culture par une sous-culture de type marchand. Et quant au fondamentalisme de type religieux, ils ont évidemment peur de la culture qu'ils veulent remplacer par une espèce de rhétorique identitaire qui remplace la culture. Eh bien maintenant... La culture, c'est un moyen de combat. Voilà, on va maintenant laisser le mot de la fin. Nawel Ben Krayem, en musique, vous nous interprétez, Nawel? Oui, donc c'est une parole un peu plus poétique que ce qu'on a écté. Ouais. Mais en tout cas, je suis d'accord que le mur de la peur est tombé et que... Il faut continuer. Continuer. Coming down.
contact de mes blessures et de mon sol en point de suture. Je fais le deuil de réparer, de trouver. Seuls les oiseaux et toi et ton aile cassée pour partager le cœur fané. La lumière fatiguée parvient enfin désespérée à s'échapper. Dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit cendrée. And I find a way back home and I am not afraid. Dis, tu serais mon étranger en cavale dans nos contrées. Tu défies mes horizons blessés. Tu me dis que la vie, tout finit par passer. Écorchés par les mailles de leur filet. C'est dans leur faille que ta lumière est passée. La nuit, quand le monde s'endormait, quand les marionnettes tombaient, j'observe ta quête, je la dessine. Ah, je t'imagine en toile de fond, mon pays chaotique. Ni justice, ni repos post-traumatique, 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 tic.